contrôle des salmonidés migrateurs de Pont-Scorff, dans le Morbihan. Nous sommes au bord d'un petit fleuve côtier breton qui s'appelle le Scorff, qui fait en gros 70 km de long, où le saumon atlantique est présent. La station existe depuis 1994. Elle a été mise en place suite à une demande de plusieurs partenaires, à savoir les pêcheurs via les fédérations de pêche, le syndicat de vallée du Scorff, donc, qui est constitué d'élus, et l'INRA qui a proposé à ce moment-là ses services pour travailler sur le programme de recherche saumon. Pour travailler sur les populations de saumon atlantique, il faut passer par un stade de contrôle des migrateurs, donc connaître la quantité, la qualité des poissons qui montent et qui descendent. Donc ça passe par un système de piégeage. Donc on va capturer deux types de poissons. Les poissons qui descendent, savoir les juvéniles de saumon qui sont produits dans la rivière et qui partent en mer, on veut savoir la quantité, la qualité, et les adultes qui remontent tous les ans. Donc les poissons, une partie des poissons qui arrivent à Pont-Scorff, après une dizaine de kilomètres d'estuaire, arrivent à la station de contrôle. Une partie seulement va pénétrer dans les cages. Une autre partie va nous échapper, mais elle sera estimée par la suite. Régulièrement, on remonte la cage. Ensuite, on va le libérer dans une succession de bassins. Le premier bassin va recevoir le contenu de la cage de montée, recevoir aussi le contenu de la cage de descente éventuellement. Et les poissons, un par un, vont passer dans un bassin d'anesthésion. Alors on utilise un anesthésion que le poisson va respirer et dans les 3 à 4 minutes il a perdu le sens de l'équilibre. Ensuite on va pouvoir le manipuler. On va prendre dans un premier temps les écailles. Les écailles vont pouvoir nous donner la carte d'identité du poisson, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir comme sur un arbre le nombre d'hivers qu'il aura passé en rivière et le nombre d'hivers qu'il aura passé en mer. On pourra même aussi voir si c'est un poisson qui s'est déjà reproduit, parce que sur une écaille on peut même voir ça. Ensuite, on va donc dans un bassin assez allongé, on va pouvoir le mesurer, tout ça dans l'eau bien sûr, on va pouvoir le mesurer le maxillaire supérieur du poisson. Alors plus on va vers la reproduction, plus c'est facile d'identifier un mâle d'une femelle, mais jusqu'au mois de juin-juillet, on ne peut pas identifier mâle-femelle, sauf par la mesure du maxillaire supérieur du saumon. On va ensuite définir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, suivant qu'il a un grand maxillaire ou un petit maxillaire par rapport à sa taille. Ensuite on va le peser, donc pour avoir une idée de poids et un rapport de fécondité ensuite, puisqu'il y a un rapport de fécondité par rapport au poids du poisson. Et on va le marquer par tatouage. Donc sur le ventre du poisson on va apposer plusieurs points et ces points correspondent à un code semaine. Et chaque semaine on va changer de code pour pouvoir ensuite les retrouver dans la rivière ou soit par le biais de la pêche à la ligne. Ensuite ces poissons donc, vont glisser dans un bassin où ils vont y trouver le réveil. Et lorsqu'ils sont réveillés, ça dure à peu près 3-5 minutes, le poisson est libéré par l'amont, c'est-à-dire qu'on va lui donner accès à l'amont du dispositif, il remonte en amont pour un adulte, et pour un juvénile, il va quitter par l'aval. Et il se retrouve au-dessus du dispositif et peut continuer sa migration jusqu'à l'endroit où il le souhaite. Et ensuite, il va attendre la reproduction du mois de décembre. Ça, c'est pour ce qui est de la manipulation des saumons adultes. Les juvéniles, c'est à peu près la même chose, avec la petite cage, une partie des juvéniles qui descendent vont arriver devant les grilles auto-nettoyantes. Ces grilles les empêchent en fait de descendre, de continuer leur migration. Donc ils trouvent un échappatoire sur le côté qui donne l'accès à une petite cage. Cette petite cage va recueillir les smolts, juvéniles migrants, le saumon, c'est essentiellement en mars-avril. Ces juvéniles migrants, on va lever la cage, les envoyer dans un premier bassin, on va les anesthésier, on va pouvoir les mesurer, on va pouvoir les peser, prendre des écailles et ensuite on va les relâcher. Alors, tout ça c'est un dispositif de contrôle mais partiel. Alors, pour évaluer ce qui passe à côté, on procède par système de marquage recapture. Donc on va marquer dans un premier temps, pour les adultes par exemple, marquer les poissons par tatouage ici. Ceux qui passent à côté du dispositif, donc qui échappent, ne seront pas tatoués. Et vous avez des pêcheurs qui pratiquent leur loisir en amont du dispositif. Et sur le Scorff, cette année, ils ont pris une quarantaine de saumons. Sur les 40 saumons, en gros, il y a 2 tiers qui sont marqués. Donc ce chiffre de 2 tiers va être utilisé pour l'estimation, in fine, du nombre total de saumons qui est remonté sur le Scorff et qui va se reproduire à la fin du mois de novembre, même courant décembre. Donc vous comprenez qu'on peut estimer avec cet outil-là la quantité de femelles, donc la quantité d'œufs. On peut retirer la quantité de mortalité naturelle et une mortalité liée à la pratique de la pêche de loisirs. On va pouvoir donc estimer la quantité d'œufs qui va être déposée tous les ans sur le Scorff.
de ces juvéniles de saumon, c'est-à-dire les tacons qui sont dans la rivière, on va pouvoir estimer combien vont devenir des smolts migrants. De ces smolts migrants, on va savoir combien reviennent castillons, c'est-à-dire 13-15 mois après leur départ au printemps, et combien vont revenir saumons de printemps. Donc on va boucler le cycle comme ça. Et l'objectif, en fait, c'est pas de compter les saumons pour les compter, c'est d'estimer la quantité d'œufs qu'il faut qu'il y ait déposé sur le SCORF tous les ans pour que sur le moyen terme, on ait un retour optimum de saumons adultes. Tout ça, ça permettra d'apporter des connaissances sur les populations et ça permettra d'apporter des outils pour les gestionnaires qui sont les fédérations de pêche. Sur le SCORF, c'est un petit fleuve côtier breton, c'est pas la plus grosse rivière à saumon, mais c'est je dirais une rivière de référence ou un fleuve de référence pour la dynamique des populations de saumon. Vous avez entre 250, on va dire, saumons et castillons confondus et 1500 saumons qui remontent tous les ans. Pour l'instant, depuis 94, 95, 96, c'était en gros 800, 900 saumons qui sont remontés. Et depuis 2 ans, on est en dessous de 500 poissons et on est en dessous, je dirais, de la dépose d'œufs qu'on a besoin. Donc on a 2 déposes d'œufs qui sont en dessous du seuil de recouvrement, c'est-à-dire que les générations ne se renouvellent pas. Donc on a tiré une petite sonnette d'alarme depuis 2 ans. C'est pas pour ça que l'année prochaine ça sera peut-être faux ce que je vous dis, mais pour l'instant il y a une petite inquiétude par rapport au renouvellement et par rapport à la quantité de saumon qui remonte. Donc on a 300, 400. Sur le piège aujourd'hui, on a une estimation de 145 castillons et on a en gros une quinzaine de saumons de printemps. Donc il nous en manque un peu. Alors sur la station de contrôle du Moulin des Princes, vous avez plusieurs partenaires. Vous avez les premiers qui sont les propriétaires de l'installation de piégeage, qui est la Fédération de pêche du Morbihan. La Fédération de pêche du Morbihan est aussi propriétaire du moulin, ce que l'INRA loue pour y installer donc, les techniciens, à savoir moi-même, et un autre technicien de la Fédération de pêche du Morbihan, François Burban. Le programme scientifique est mené en collaboration entre l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et le Conseil supérieur de la pêche de la délégation Bretagne-Basse-Normandie. Autour de tout ce dispositif, vous avez la communauté d'agglomération du Pays de Lorient qui, elle, a mis depuis 2 ans bientôt en place Audisaume, une structure muséographique autour du saumon pour y découvrir le saumon et qui est gérée par la Célor, une société d'économie mixte qui gère les outils touristiques du Pays de Lorient que vous allez certainement visiter. Alors l'Audisaume est unique en France. Il existe des aquariums d'eau douce présentant du saumon, mais un lieu dédié au saumon et présentant à la fois sa biologie, mais aussi sa gastronomie, les légendes, les contes, le montage des mouches, c'est unique. À notre connaissance, aujourd'hui, il y a 3 lieux de ce type, l'un à Sainte-Flavie au Québec et un autre à Laerdal en Norvège. Comme vous le savez, nos rivières bretonnes ont de grosses difficultés puisque nous sommes soumis à pas mal d'agressions tout au long de leurs cours d'eau. Ce sont des petits cours d'eau avec une présence humaine forte. Donc problème domestique, problème agricole, bien connu maintenant, problème industriel aussi. Le SCORF est une des rivières qui serait, je mets bien un conditionnel, dans les moins attaquées. Nous avons donc une vallée relativement boisée, donc ce qui préserve la rivière. Le groupe est à quelle heure demain? Il est à 9h30. 9h30, donc on fait 2 heures de visite. Il y a combien de personnes? 30 à 40 personnes. 30 à 40 personnes. Bon Donc accueil. tu fais les toasts pour Oui. 2h30, tu achètes les baguettes Les baguettes brochées. et tu prépares Ok, les pas de toasts. problème. Merci.
Nous sommes à Ponscoff, en Bretagne, dans le Morbihan, donc à Audissaume, un espace de découverte du saumon sauvage. Donc cet espace de découverte est unique en France, c'est le 3e site comme ça au monde à parler du saumon atlantique. Le but est de parler d'un des éléments du patrimoine naturel qu'il y a dans le pays de l'Orient. Donc il a été créé en 1998 par la communauté d'agglomération du pays de l'Orient qui voulait faire découvrir à tous les visiteurs, à tous les touristes du pays de l'Orient, le patrimoine de cette région. Donc cet espace de découverte n'est pas un musée, c'est plutôt un espace interactif où on va découvrir toute la vie du saumon, mais on décline en fait ce saumon sous toutes ses formes. Donc on va y parler de sa biologie, de son cycle, de toutes les pollutions, de l'habitat où il va vivre, donc principalement de la rivière. Mais on va y parler aussi de la pêche, notamment de la pêche à la mouche, de la gastronomie, parce que c'est un phénomène important aussi autour du saumon, des contes et légendes, puisque la Bretagne a beaucoup de contes autour du saumon et de la pêche, et surtout des manipulations pour expliquer comment se passe cette vie du saumon, et des tiroirs pour avoir des renseignements en plus. Donc là, dans ce tiroir, on voit une coupe de frayère. Donc cette coupe de frayère nous explique exactement son fonctionnement. On voit le premier trou creusé par la femelle. Le mâle et la femelle vont pondre les œufs. Ils vont se mettre juste en amont du courant, en amont du trou. Le courant va emmener les œufs dans ce premier trou. La femelle, juste après, va creuser de nouveau avec sa queue. Le courant va emporter les cailloux sur les œufs en écrasant quelques-uns. Il y a quelques œufs qui vont être emportés par le courant. Ceux-là, ils sont perdus. Mais cette frayère, elle est bien étudiée parce qu'elle est dans le courant. Et le courant va passer entre les cailloux pour alimenter en oxygène tous les œufs. Et c'est ça qui va permettre la survie de ces œufs. Donc si à un moment ou à un autre, on a des déchets organiques, par exemple venant d'un remembrement, on aura toute la terre qui va se mettre sur cette frayère et ça va colmater tous les trous de la frayère et les œufs ne peuvent plus survivre. Donc en moyenne, on a calculé qu'en Bretagne, sur 4000 œufs pondus comme ça dans une frayère, on en a 400 seulement à éclore. Donc là, on retrouve nos œufs sous la frayère. Les adultes sont morts. Les œufs vont rester du mois de décembre jusqu'au mois de février, comme ça, dans la rivière. En fait, ça va dépendre de la température. Ils vont donc chez nous éclore au mois de février. L'éclosion, on obtient un petit alevin. Donc cet alevin, il fait 1,5 cm en réalité. Il est toujours sous la frayère. Il dépend toujours de l'oxygénation de cette frayère. Sa petite poche, c'est une réserve vitéline, une réserve de nourriture, qui va lui permettre de se nourrir pendant son développement sous la frayère. Ça va encore dépendre de la température. Chez nous, ça va mettre 1 mois et demi. En Écosse, ça va mettre à peu près 3 mois. Cette réserve vitéline va se vider et une fois qu'elle est vide, aux environs du mois d'avril, il devient un petit poisson. Donc cet alevin va sortir de la frayère et on obtient alors un tacon. Donc c'est la caractéristique du saumon, c'est de changer de nom à chaque étape de sa vie. Donc ce tacon, on le retrouve à des postes précis dans la rivière, prêt à attendre la nourriture. Donc cette nourriture, ça va être des petites larves d'insectes aquatiques. Et il va manger ces larves, ça va le faire grossir. Donc chez nous, au bout d'1 an, il va atteindre la taille limite de 12 cm. C'est ce qui va le décider à partir en mer. Il va partir en mer uniquement au mois de mars-avril. Pas à un autre moment. Pourquoi au mois de mars-avril? Parce qu'à ce moment-là, la température augmente, la durée du jour augmente. C'est ce qui va faire fonctionner sa glande thyroïde qui, elle, ne pourra fonctionner que si ce saumon fait plus de 12 cm. Donc ce petit tacon descend au mois d'avril, donc il peut être piégé par la station de comptage. Il arrive en mer, c'est la dévalaison. Et là, en mer, il va rencontrer 2 problèmes. Il va d'abord devoir supporter le sel. Donc pour supporter le sel, tout d'un coup, il va boire beaucoup plus, ce qu'un brochet n'est pas capable de faire. Il va aussi devoir échapper aux prédateurs, et pour échapper aux prédateurs, il va se couvrir d'écailles brillantes. Donc toute cette transformation, la dévalaison, se couvrir d'écailles brillantes et supporter le sel, on va appeler ça d'un mot particulier, c'est la smoltification, parce que c'est la transformation du tacon au smolt. Ce smolt, il part en mer, il va avoir 2 chemins possibles. Soit il va longer nos côtes et arriver à ce moment-là au large de l'Écosse, au niveau des îles Faroé, soit il va traverser l'Atlantique pour aller à l'ouest du Groenland. S'il part au niveau des îles Faroé, il va rester une seule année en mer. En fait, il passe un hiver de mer. Quand il revient au mois de juin, juillet, août, il va faire 50-60 cm et 2 à 3 kg. À ce moment-là, on l'appelle un castillon.
un hiver de mer. Il va rester dans la rivière, attendre dans la rivière le moment de la reproduction au mois de décembre. S'il est parti à l'ouest du Groenland, il va faire 7000 km à l'aller, 7000 km au retour, 14 000 km aller-retour. Ce poisson, ça va prendre du temps, donc il va rester 2 ans en mer. Il est parti lui aussi au mois d'avril, il faisait 15 cm, 30 grammes. Il reviendra 2 ans plus tard, au printemps. Pourquoi pas pendant l'été? Tout simplement parce qu'il y a moins d'eau dans la rivière et que ce saumon est beaucoup plus gros. Donc c'est ce que les pêcheurs ici appellent le saumon, avec une marque de respect. Et ce poisson, donc, comme il a mangé beaucoup plus en mer, il va faire 70-80 cm et 4 à 6 kg. Et comme il revient au printemps, on l'appelle saumon de printemps. Donc chaque année, on va différencier 2 générations de saumons, les saumons d'un hiver de mer Castillon et les saumons de 2 hivers de mer, saumon de printemps. À quoi correspondent les différents aquariums sur la mer? Donc on a voulu représenter, symboliser tous les habitats que le saumon va rencontrer au cours de sa vie. Donc en remontant, quand le saumon remonte dans la rivière, d'abord il va rencontrer l'estuaire, donc c'est le premier bassin que nous avons en bas, rencontre des eaux douces et des eaux salées. C'est le dernier endroit où il va pouvoir manger avant de rentrer dans la rivière, puisqu'après il ne mange plus. Après, il va rencontrer différents endroits qui ont plus ou moins de courant, qui sont plus ou moins profonds. Donc on a d'abord le profond, très profond, toujours en amont des moulins, provoqué par les barrages des moulins notamment, ou des écluses, comme sur le Blavet. Après, quand il remonte, il peut trouver des endroits avec beaucoup de courant, comme celui-ci, donc c'est ce qu'on appelle un rapide. Il y a beaucoup de courant, donc il n'y a plus ce sol vaseux qu'on avait sur le profond, on n'a plus que des cailloux. Et cet endroit est comme le radier qu'on a en haut, c'est-à-dire c'est l'endroit idéal pour les saumons pour pouvoir vivre quand ils sont à l'état du juvénile. Donc c'est pour ça qu'on voit tous ces tacons là qui sont posés contre le sol, les nageoires pectorales bien développées, à regarder face au courant. Donc comme ils sont posés contre le sol, ils n'ont pas besoin de dépenser d'énergie pour rester face au courant, puisque le courant est surtout en surface. Là ils attendent les larves d'insectes aquatiques. Elles vont arriver, ils vont se soulever, ils vont gober, redescendre, et ça y est, ils ont mangé. Donc c'est à ce niveau-là, dans ces rapides et ces radiers, qu'ils vont pouvoir se nourrir pendant 1 an ou 2 ans avant de partir en mer. Donc nous sommes en salle pêche, on va y présenter en fait toute l'évolution de la pêche. Donc au départ, on est parti d'une activité ancestrale avec notamment en Bretagne les 2 caractéristiques, les pêcheries et les carlets sur la Loire. Donc les pêcheries, c'était notamment à Pont-Scorff ou à Châteaulin, mais sur le Scorff, ce que l'on préférait, c'était quand même la pêche à la ligne. Donc la pêche à la ligne, donc, on est parti de cannes en bois. Alors ces cannes en bois, c'est ce qu'utilisaient tous les pêcheurs le long du Scorff. Et petit à petit, ils ont suivi l'évolution de ces cannes, notamment apportées par les différentes techniques de pêche qu'utilisaient les autres pêcheurs qui venaient par exemple d'Angleterre, donc avec les cannes en bambou refondu. Petit à petit, donc ça c'est surtout l'évolution de fin de siècle, on est passé à des choses beaucoup plus souples et beaucoup plus légères. La pêche est devenue beaucoup plus sportive et on arrive avec des cannes en fibre et notamment en fibre de carbone comme celle-ci qui est très fine et qui permet de pratiquer une pêche beaucoup plus sportive. L'évolution aussi, elle dépend d'un certain nombre de facteurs et le plus gros problème de cette pêche au saumon, qui en fait une pêche noble, c'est que ce poisson n'est pas un poisson qui se nourrit quand il rentre dans la rivière. Les adultes, aussi bien le mâle que la femelle, doivent pondre environ 4000 œufs jusqu'à 10 000 œufs. Et donc il faut les loger, tous les ovules ou la laitance, il faut loger ça dans le ventre de l'animal. Donc pour loger ça,
et pendant tout le moment où ils vont produire cette laitance ou ces ovules, ça va être stocké dans les organes génitaux, dans le ventre, et donc il faut faire de la place dans ce ventre. Du coup, le saumon arrête de manger dès qu'il rentre dans la rivière, c'est-à-dire qu'il va arrêter de manger dès le mois de mars jusqu'au mois de décembre. La grosse difficulté du pêcheur, c'est d'essayer de faire mordre ce poisson qui n'a pas envie de manger. Et tout ça va quand même dépendre du milieu, c'est-à-dire que on peut passer une cuillère ou une crevette devant les yeux du saumon pendant des mois, ça ne changera rien, et puis tout d'un coup, il y a un changement de température, un changement de vitesse, un changement de visibilité, et c'est ça qui va faire réagir ce poisson à l'appât, au leurre que l'on va faire passer devant lui. Donc on a différents types d'appât ou de leurre. On peut faire le ver de terre, enfin sur le scorf c'est franchement pas répandu. On va préférer par exemple la crevette naturelle pour le saumon de printemps au mois de mars-avril. On peut penser aussi aux cuillères. Donc là on va les utiliser avec une eau peut-être un peu plus trouble, mais ça va encore dépendre de la vitesse et de la température. Mais sur le scorf et sur beaucoup de rivières bretonnes, on va beaucoup aimer la mouche. Les Anglais vont aimer les mouches en couleur, les mouches classiques. Ici, on va plutôt préférer le mouvement avec des poils, avec de la laine, avec des plumes. Le saumon de printemps, on va effectivement le prendre avec toutes les techniques que j'ai expliquées avant. Mais le castillon, il y a une deuxième ouverture pour le pêcher, de mi-septembre jusqu'à mi-octobre généralement. Et cette deuxième ouverture va permettre de pêcher ce poisson, notamment avec des méthodes comme la crevette bleue. Donc c'est une crevette naturelle qui est teintée au bleu de gentiane, et apparemment ce castillon réagit avec cette crevette bleue. Du coup, les pêcheurs à la mouche qui adorent cette technique, eux vont plutôt faire des mouches bleues. Donc en boutique, on essaye de présenter aux gens plutôt des produits artisanaux de la région, notamment avec la Cour des métiers d'art de Pont-Scorff. Et on essaye aussi de leur proposer tout ce qui tourne autour du saumon. Donc on a notamment les terrines de saumon, on a du cuir de saumon. Mais c'est vrai qu'on aime bien le saumon. Le saumon, ça va être du saumon sauvage du Pacifique, puisque le saumon sauvage de l'Atlantique, on ne peut pas le vendre. Il y a une réglementation en France pour la vente et l'achat du saumon atlantique. Mais les gens aiment bien la gastronomie. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire plusieurs événements. Au mois de décembre notamment, on a le week-end gastronomie, donc tous les ans, au mois de décembre, on invite 6 grands restaurateurs qui sont bien cotés au Gotemio. Et ces chefs, sur 2 dimanches après-midi, vont faire préparer des recettes de saumon devant les gens. Et les gens, donc pour le prix de l'entrée, sans avoir besoin de payer de supplément, peuvent goûter toutes ces recettes préparées par les chefs. Après, au mois de mai, comme l'autre préoccupation autour des saumons, c'est la pêche et qu'il n'y avait pas du tout de brocante de matériel de pêche en Bretagne. Donc on a créé tous les ans notre brocante de matériel de pêche qui a lieu à chaque fois le jeudi d'Ascension. Alors projet pour Audisaume, les visiteurs aujourd'hui voient des saumons juvéniles, les adultes étant dans la rivière. D'ici peu, ils pourront voir nos saumons grandir et grossir, comme en mer. Et puis à partir de mars prochain, comme le saumon c'est aussi le goût, ici on essaie d'exacerber les sens des visiteurs, on va ouvrir un bar à dégustation saumon sur le site. Les relations étroites entre l'Audisaume de Pont-Scorff, la Fédération des pêcheurs du Morbihan et l'Institut national de recherche agronomique ont permis d'organiser des soirées d'information sur l'évolution des salmonidés dans le Scorff. Ces réunions permettent des échanges constructifs et indispensables entre pêcheurs et scientifiques dans le souci commun de la préservation du plus beau des poissons migrateurs. Donc vous le voyez, on est quand même plutôt du côté des meilleurs résultats que des résultats les plus mauvais. On est au-dessus de la moyenne de ce qu'on a observé depuis le début de la série, ce qui est plutôt un bon pronostic. Mais également on les mesure. On prend leur taille et on essaie de voir un petit peu s'ils sont plus gros, moins gros, s'ils ont bien grossi, s'ils ont bien poussé, en même temps que savoir s'ils sont nombreux ou peu nombreux. Et la courbe bleue qui est ici vous donne une idée de la taille moyenne de ces juvéniles de l'année pour chacune des années. Donc vous voyez, en gros, ça a fluctué entre un peu moins de 85 mm et pratiquement 100 mm. Ça se lit ici, donc 8 cm et demi à 10 cm en moyenne. Donc 2000, clairement, pour les juvéniles, c'est plutôt une bonne année de production de juvéniles.